BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jean-François Filiade, bonjour. Bonjour Cédric. Pour Marché Gagnant, le sujet cette semaine. Eh bien Cédric, dans le championnat de France de football, le LOSC, le club lillois, a réussi à ravir la couronne au PSG et à ses richissimes actionnaires qataris. C'est un étonnant pied de nez lorsque l'on sait d'ailleurs que Lille a dû changer d'actionnaire en fin d'année dernière. Le PSG est donc tombé de son piédestal après avoir remporté 3 titres d'affilée. Ma question du jour est donc la suivante. L'actuel champion de France de l'épargne peut-il demain se retrouver distancé ? En clair, le placement préféré des Français pourrait-il être distancé ? Exactement, et la réponse est cash, c'est oui, assurément. Pourquoi ? Parce que déjà, on constate que de 2013 à 2016, le PSG avait dominé le classement avant d'être dépassé en 2017 par Monaco, puis le PSG était revenu en première position avant d'être repris cette année. Alors question, l'impossible peut-il devenir possible ? Et la réponse est claire, nette et précise, c'est oui. Et au passage, un message aux épargnants. Je les entends souvent me dire, c'est impossible. Eh bien les gars, avec de telles idées, préparez-vous à de belles déceptions. L'immobilier ne peut pas baisser ? Impossible, peut pas baisser, impossible. Rappelez-vous la chute des prix à Paris dans les années 90. La bourse, c'est liquide. Regardez le cas de Solution 30 qui, il y a peu, n'a pas été coté pendant une dizaine de jours. Comme ça, entre guillemets, par sa simple bonne volonté. Un assureur ou un banquier ne peut pas faire faillite ? Palasterne, Europavie, 2 dossiers qui ont existé. Alors, le placement préféré des Français hier, c'était l'assurance vie. Depuis quelques années déjà, c'est le compte courant. Donc oui, Cédric, sur le papier, ça peut bouger. Est-ce que ça peut bouger, mais est-ce que ça va bouger ? Alors, un épargnant ne doit jamais se dire ce n'est pas possible. Que l'on parle du risque de tomber dans une escroquerie, que l'on parle de la valorisation ou de la liquidité d'un placement, que l'on parle de la sécurité d'un établissement financier, tout est toujours possible. Et j'espère d'ailleurs que personne ne viendra me contredire lorsque l'on voit la crise que l'on vient de connaître. Alors, la question patrimoniale des risques, ce n'est pas de savoir si c'est possible ou impossible, la question c'est la probabilité. Quelle est la probabilité qu'un établissement fasse faillite ? Quelle est la probabilité que la liquidité d'un placement ne soit plus assurée, qu'une société tombe ? Nous, chez Marché Gagnant, par exemple, on dit que le risque extrême sur un portefeuille action diversifié, c'est de perdre 39% sur un an, mais que la probabilité de faire mieux, c'est 95%. Et quelle est la probabilité que le placement préféré des Français perde son trône à l'avenir ? Alors, à mon avis, à court terme, elle est relativement faible. Pourquoi ? Parce que, alors, je vais vous expliquer, le monde de l'épargne me paraît être finalement plus simple que celui du football. Parce que d'après ce que j'entends, je ne suis pas un spécialiste, mais Lille n'avait pas les meilleures individualités, mais il s'est imposé sur son sens du collectif. Alors, si je me place du côté des placements, qu'est-ce que je vois ? Déjà, nous sommes sur un marché de l'offre et non pas sur un marché de la demande. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que l'on propose de la barbaque à des végétariens, mais globalement, c'est quand même pas les épargnants qui ont la main, mais plutôt les établissements financiers. On est en termes de marché bien loin de ce que l'on peut connaître, par exemple, dans le monde de la téléphonie ou dans le monde de l'automobile. Soit, mais les 80 milliards d'épargne mis de côté pendant la crise, ça attire forcément les convoitises des établissements. Alors sur le papier, ça attire plein de monde, y compris les pouvoirs publics qui voudraient bien qu'on consomme un peu plus pour des raisons économiques et budgétaires. Je rappelle que tout euro dépensé dans la consommation, ça a un petit impact en termes de recettes de TVA. Mais reprenons votre question pour préciser mon propos. Il y a de l'argent sur le compte courant. Qui est le plus susceptible de s'y intéresser ? Les banquiers, éventuellement les assureurs ou les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine. Alors pardon, mais là vous mettez dans un même panier un certain nombre d'acteurs qui en réalité ne sont pas sur un pied d'égalité. Pourquoi ? Parce que les banquiers, ils contrôlent les flux parce que votre salaire ou votre pension, c'est domicilié chez eux. Si votre banquier... Le banquier a envie de savoir combien Monsieur Decoeur ou combien Monsieur Filiatre ont sur son compte courant pour savoir si c'est un bon client à aller voir pour lui vendre un truc, eh bien, il le sait. Il sait aussi d'ailleurs au passage que faire boire un âne qui n'a pas soif n'est pas un exercice aisé. Donc, si mon client a du compte courant, c'est quelque part qui veut de la liquidité, qui veut de la sécurité. Qu'est-ce que je vais lui proposer si je suis banquier ? Un
livret rémunéré. Alors vous êtes banquier, vous avez un dépôt sur un compte courant d'un client. Est-ce que, Cédric, vous avez envie de lui proposer un compte courant, un compte rémunéré? Mais pas forcément, effectivement. D'un côté, j'ai un dépôt qui me coûte rien, de l'autre côté, j'ai un livret qui a un coût pour moi. Finalement, l'argent qui dort, ça me coûte moins cher. Voilà. Alors l'autre alternative sur l'approche sans risque, c'est le fonds en euros. Alors aujourd'hui, Cédric, vous êtes assureur. Est-ce que vous avez envie de vous battre, de vous démener sur le terrain comme un beau diable pour aller proposer du fonds en euros aux détenteurs de l'argent qui dort? Oui, si on écoute tous les invités qui succèdent et qui nous parlent d'assurance vie, ça ne doit pas être le cas parce que les assureurs veulent plus de fonds en euros secs. Ça veut dire que ça détruit de la valeur? Oui, en fait, les assureurs, comme ils sont dans des groupes financiers, en fait, qu'est-ce qui se passe? On affecte des fonds propres sur le besoin réel. Donc, si vous faites du développement, vous devez remettre des fonds propres. Or, si vous vendez du fonds en euros, le besoin en fonds propres, il est fort à cause de la garantie. Et alors que la rentabilité, elle est faible, ça diminue donc la performance moyenne de vos fonds propres et par ricochet, la valorisation globale de la compagnie. Alors pour résumer, le modèle de l'assurance vie française, ces prochains temps, ça ne va pas être de faire comme on l'a fait pendant 20 ans un fort développement, mais ça va être d'essayer de faire basculer son stock du fonds en euros vers des unités de compte. Et ça peut faire l'affaire des SCPI qui font office entre guillemets de succès d'année? Eh bien écoutez, le premier trimestre des SCPI n'a pas été très bon. La collecte a été de 1,7 milliard contre 2,6 milliards l'an dernier à la même époque. Alors au passage, on constate que le poids des sociétés de gestion de SCPI d'origine bancaire a fortement baissé au profit des indépendants, ce qui prouve que finalement, dans cette année 2020 où on a fait beaucoup de PGE dans les banques, ça a quand même laissé des traces. Est-ce qu'il y a par exemple, une manne pour les indépendants, pour les conseillers en gestion de patrimoine, par exemple? Alors là encore, sur le papier, oui, même si en pratique, on est donc sur une population qui ne voit pas les flux des clients. Toutefois, le nombre de CGP se heurte à une réalité. Le compte courant est un placement qui coche bien des cases. Je vais vous expliquer. La place n'a cessé de nous parler de ce triptyque, de ce fameux triangle entre liquidité, risque et rendement. Eh bien, côté liquidité, le compte courant, il n'y a pas mieux. Vous sortez votre carte bancaire, vous consommez, on ne peut pas trouver mieux. Côté risque, l'image du compte courant, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'une faillite bancaire, ce n'est pas possible. Et qu'en plus, on ne cesse de nous asséner qu'à la différence de ce qui s'était passé en 2008, les banquiers n'étaient pas la cause de nos problèmes, mais étaient la solution. Reste l'absence de rendement, mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en moque quand on a le sentiment que l'épargne ne rapporte plus rien? Donc, pour que la donne change, il y a certains qui ont une petite idée en tête. Quelle idée? Taxer les dépôts. Donc, se disent que si en fait on vous prend 0,5% sur vos dépôts, vous allez peut-être réfléchir à faire d'autres choses. Souvenez-vous d'ailleurs la petite rengaine qu'on avait entendue à une certaine époque, l'histoire du coffre-fort et que le coffre-fort, ça avait un coût. Bon. Je reprends votre logique de tout à l'heure, c'est possible ou c'est probable? Alors pour l'heure, il y a un établissement grand public qui l'a fait, c'est la néobanque N26, mais c'était pas applicable aux anciens clients, c'était pas applicable à ceux qui avaient souscrit le service maximum. Bref, en pratique, ça touche pas grand monde chez eux. Ensuite, disons-le clairement, il y a, me semble-t-il, un problème politique sur le sujet. Parce que dans un pays où on s'est débrouillé pendant des années, à l'époque où l'argent rapportait à ne rien donner aux clients, pour faire plaisir aux banquiers, par hasard d'aujourd'hui de faire un nouveau cadeau à cette industrie sur le dos des gens. Bon, vous êtes donc venu nous dire que le placement préféré des Français, c'était le compte courant et qu'il tombera moins vite que le PSG. Eh bien, vous avez compris le message, mais j'en ai un autre. Parce que, en fait, si on analyse un classement, c'est une erreur de se limiter à ne regarder que la première place. Soyons clairs, en termes d'épargne, en France, les premières places, elles seront toujours squattées par des placements sans risque. En revanche, moi je note qu'en 2020, le nombre de PEA, de plans d'épargne en action bancaire, a cru de près de 4% à un peu plus de 5 millions. Alors vous allez me dire 4%, c'est vrai que c'est pas des masses, mais depuis le point bas de 2017, ça fait quand même 25% de hausse. Et voyez-vous, je vais vous dire, les choses peuvent être liées. Pourquoi ? Parce que quand en fait vous vous assurez un gros matelas avec la perspective d'un truc très sûr, eh bien à côté, vous pouvez sur une petite partie accepter de prendre du risque. C'est l'une des pierres angulaires de la méthodologie de marché gagnant. Et dans ce sens, je vais vous dire, le colossal montant d'épargne sur les comptes courants, eh bien il a du bon. Jean-François Filiatre, marché gagnant, on se retrouve tout à l'heure pour répondre.